quelles sont les forces en présence à Idlib? C'est une situation assez compliquée, comme vous l'avez dit. Il y a plusieurs factions qui sont présentes à Idlib et il faut se rappeler que toutes les factions qui n'ont pas accepté de signer des trêves, que ce soit en banlieue de Damas, à Dera ou ailleurs en Syrie, ont été acheminées vers Idlib depuis des mois. C'est le cas. Donc on a plusieurs factions originaires de différentes régions. La force la plus puissante à Idlib aujourd'hui côté rebelle, c'est HTS, donc Hayat Tahrir al-Sham, qui est une force djihadiste, qui est en conflit aujourd'hui avec des groupuscules liés à Al-Qaïda sur zone, qui est en conflit aussi avec les cellules de l'État islamique toujours présentes sur zone. Mais c'est la force la plus conséquente sur zone. Après, j'ai eu l'occasion de contacter des gens sur zone, que ce soit des groupes rebelles ou djihadistes, tout le monde dit on va tenir bon, etc., etc. Mais c'est oublier toutes les contradictions qu'ils ont entre eux et la situation assez compliquée à Idlib. On voit tous les points bleus, par exemple, ce sont les points d'observation turcs qui ont été implantés depuis plusieurs mois. Les points rouges, c'est l'armée russe et les points oranges, c'est les milices chiites appuyées par l'Iran. Donc quand on regarde le déploiement turc, on voit qu'il est fait pour contenir cette poche rebelle. Aujourd'hui, les fronts sont quasiment inactifs du côté rebelle. Ils ne peuvent plus faire des incursions vers les zones du régime. Et c'était le deal à Astana qui a été conclu avec la Turquie. Donc, on a eu l'occasion d'en parler ici plusieurs fois. Donc Damas a fait le pari jusqu'à maintenant des combats fratricides entre ces factions qui ont beaucoup de contradictions entre elles. Mais HTS a réussi à avoir le dessus pour le moment. Tous ces acteurs, Vladimir Poutine, Recep Tayyip Erdogan, Hassan Rouhani, se retrouvent vendredi à Téhéran pour un sommet. Est-ce qu'on peut en attendre quelque chose? Écoutez, il faut voir ce que disent les Américains aussi, parce que Nikki Haley, qu'on vient d'entendre, elle a dit clairement Assad ou Damas a le droit de reprendre son territoire, mais pas d'armes chimiques. Donc tout ce qui est en deçà, c'est bon. Et on a eu aussi un son de cloche de Pompeo, donc le secrétaire d'État, qui a dit qu'il est d'accord avec les Russes pour dire qu'il y a des réseaux djihadistes et terroristes sur zone. Même l'envoyé spécial McGurk américain pour la zone a dit clairement que Idlib est devenu le point de rassemblement, le plus grand point de rassemblement des djihadistes d'Al-Qaïda depuis le 11 septembre. Donc on voit que du côté américain, ils sont d'accord. Avec la démarche russe, en tout cas de cette qualification. Après, qu'est-ce qui va se passer à Téhéran? Je pense, à mon humble avis, ça sera juste une distribution de rôles. Donc les Turcs auront un choix sur deux. Premier choix, rester dans leur poste d'observation et regarder la bataille évoluer. Ou d'un autre côté, entrer dans la bataille, ce qu'ils ont déjà essayé de faire plusieurs fois via les milices qu'ils financent, contre les djihadistes. Donc contre les djihadistes d'Al-Qaïda qui sont vraiment des tout petits groupuscules, ou bien contre la force la plus puissante sur Idlib qui est aujourd'hui Hayat Tahrir al-Sham. Mais il faut aussi rappeler que pour certaines factions rebelles de Hama et de la Ghouta qui ont signé des trêves avec Damas, ils sont aujourd'hui enrôlés dans l'armée syrienne. Et donc c'est eux qui sont envoyés en première ligne. Donc le jeu il est assez cynique. Donc ces anciens rebelles vont se battre contre les djihadistes les plus durs, voire les étrangers peut-être dans un futur proche. Et Damas sera débarrassé de ces rebelles. Et Ankara sera débarrassé des djihadistes étrangers, dont des Français. Ça, il ne faut pas l'oublier. Donc je pense qu'à Téhéran, ça sera plutôt une distribution de rôles vers un but qui est bien défini, qui est se débarrasser des éléments les plus radicaux et de mettre un terme, en tout cas, à toute velléité rebelle dans cette région, au profit, bien sûr, des puissances qui sont les plus présentes sur zone, donc Ankara, Téhéran et Moscou, et on voit que les Occidentaux, dont les Français et les Américains, sont un peu hors jeu dans cette équation. Et c'est mettre un terme aussi à la guerre en Syrie? Je ne pense pas, parce qu'aujourd'hui la guerre en Syrie, on n'est plus du tout dans une équation rebelle contre régime. Aujourd'hui c'est devenu une guerre multidimensionnelle avec plusieurs strates. Il y aura des guerres de proxy, donc des guerres dans la guerre. Parce qu'on parle aujourd'hui d'Idlib, mais on oublie que tout le nord-est syrien est contrôlé par le YPG, donc les factions kurdes, appuyées par les États-Unis. Et on sait qu'il y a des milices iraniennes qui sont présentes sur le chemin qui lie l'Iran jusqu'à Beyrouth, sur toute cette zone désertique entre la Syrie et l'Irak. Et aujourd'hui, c'est ça la crainte des Américains, c'est ça la crainte des Israéliens. Donc tout va se jouer dans l'Est syrien aussi, et qui est la zone la plus riche en hydrocarbures, que Damas, je ne pense pas, va abandonner au profit des Kurdes. Qu'est-ce que vont faire les Américains? Est-ce qu'ils vont rester longtemps? Est-ce qu'ils vont appuyer les Kurdes jusqu'au bout? Est-ce que les Kurdes vont revoir leur alliance? Il y a eu une délégation kurde qui a fait une réunion à Damas il y a à peine 2 semaines. Donc pour renouer avec le régime. On sait par exemple, c'est un détail, mais que Syriatel, la compagnie de téléphone, va être réactivée dans les zones tenues par les YPG, appuyée par les Américains. Donc on voit que c'est une équation très compliquée. Donc ça peut être la fin de la rébellion en Syrie, qui est déjà actée depuis un moment. Mais est-ce que c'est la fin de la guerre en Syrie? Je ne pense pas.